Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format plutôt inhabituel et assez intéressant. Aujourd'hui je vais vous parler de cette 308 SW GT Pack hybride 225 à vos souhaits. Aujourd'hui je vais donc vous faire un retour d'expérience après un an, presque 30 000 km. Tous ces points positifs, tous ces points négatifs, jusque dans les moindres détails et en essayant d'être le plus objectif possible. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Comme je l'ai donc dit en début de vidéo, nous sommes avec une 308 SW GT Pack, forcément donc à l'époque en 225 chevaux hybride. Pourquoi dis-je à l'époque? Eh bien parce que cette 308 était à l'origine un véhicule de concession livré en mars 2022 à Peugeot Toulouse. C'est donc l'une des toutes premières qui est apparue avant une modification complète de la gamme qui a inclus une modification des équipements, des coloris, des finitions, des motorisations et donc également forcément des prix. Affiché à près de 46 500 € au catalogue en mars 2022, ce véhicule a été racheté donc en juin 2022 par mes parents avec quelques 3000 km au compteur et une baisse de prix de près de 15%. Je serais presque tenté de parler d'affaires au vu de la liste d'équipements à rallonge dont dispose cette GT Pack. D'ailleurs, actuellement sur le catalogue Peugeot, une configuration similaire à celle-ci s'affiche à près de 51 000 €. Quand même, ça pique. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas choisi la configuration de cette 308 SW. Elle reste néanmoins plutôt sympathique puisqu'elle est dans le regretté blanc nacré, disparu du catalogue des SW en 2022. Également, elle dispose des jantes Portland diamantées en 18 pouces avec des gros freins pour arrêter la bête, puisque n'oublions pas, dans la famille on la surnomme le Panda. Elle est noire et blanche, certes, mais également 1,8 tonne. Donc le poids va avec. À l'intérieur de cette 308, aucun équipement ne manque ou presque, tout est de série. On parle par exemple des sièges en Alcantara et en cuir chauffant, massant et électrique, tout comme le volant chauffant, l'iCockpit 3D, les surpiqûres en verre kryptonite, la charge par induction, tout est de série. Cependant, il va nous manquer deux équipements, le système audio focal et le toit ouvrant panoramique. Allez, on rentre dans le vif du sujet, parlons maintenant des points positifs de cette voiture. On va pouvoir rester à l'intérieur pour la majorité d'entre eux. Déjà, en termes de qualité perçue et réelle même, où que l'on touche, que ce soit en haut du tableau de bord, au niveau de la console centrale, le volant, les sièges, absolument partout, cette 308 c'est du très très haut niveau. J'irais même presque jusqu'à dire au-delà de certaines concurrentes, comme par exemple la Golf. Elle viendrait même peut-être parfois se placer au-dessus de l'Audi A3, c'est dire. Mais avant de faire les fine boys, je vous connais, allez voir vraiment la Golf 8 avec son interface en tout tactile, ses plastiques qui craquent, vous viendrez m'en dire des nouvelles. Ici franchement, on est sur ce qui était Volkswagen il y a quelques années, c'est-à-dire du généraliste qui tend vraiment vers du premium. Et bien pourquoi? Parce que cet intérieur avec son design, ses matériaux de très bonne facture, les boutons qui tombent parfaitement sous la main, qui sont extrêmement qualitatifs, plus que les générations précédentes, les portes qui sont vraiment solides, on sent que c'est bien construit, et également les lève-vitres qui en plus d'être silencieux sont extrêmement fluides. Non, en vrai, je suis d'accord avec vous, les lève-vitres c'est un détail, mais tous ces petits détails qui s'ajoutent, on sent qu'il y a du soin qui a été apporté à cette voiture. Et quand on passe toute notre vie à l'intérieur d'une voiture, c'est logique, on va pas passer sa vie dehors. Eh ben franchement, c'est très agréable à vivre. Également, point très important par rapport aux autres Peugeot des générations précédentes, l'interface a été entièrement revue et elle est d'une bien meilleure facture. Mais ça, il y a plein d'autres youtubeurs qui en ont parlé, notamment Laurent Schmitt ou PGT, et pour ça, je vous laisse quelques liens en description si ça vous intéresse. Mais pour en dire quelques mots, c'est une interface qui est très fluide, très agréable à utiliser, qui est franchement jolie, etc. et qui en plus de ça a un degré de personnalisation qui est quand même assez élevé, presque du jamais vu, j'ai envie de dire. Au niveau de la concurrence, on peut rajouter des pages et des pages, des widgets dans tous les sens, bref. J'en parle pas plus, encore une fois, lien dans la description, mais c'est vraiment un progrès, surtout par rapport à la précédente génération de 308. Non, parce que franchement, je vous le dis, ça change vraiment de l'ancien système NACWave qui était présent dans les autres modèles.
L'iCockpit 3D, lui, est super, il est très lisible, il a une grande variété d'affichage. On peut tout sélectionner ici directement avec le bouton qu'on a à gauche du volant. Mais franchement, il affiche les instructions de navigation si on a CarPlay avec plan ou Maps. Cependant, il n'affichera pas la carte complète, mais franchement, c'est déjà ça. Il est plutôt mauvais, par contre, Waze dans cette voiture. Il n'est pas très bien supporté, mais ça, on en reparlera juste après. Pour continuer sur le logiciel, juste ici, on a quand même un support qui est très important. On a eu déjà une grande variété de mises à jour disponibles, rajoutant un bon nombre de fonctionnalités, corrigeant beaucoup de bugs. Donc le support de Peugeot et le service consommateur de Peugeot est à l'écoute justement des consommateurs. Et ça, franchement, c'est très agréable. Les retours clients sont donc écoutés. Par exemple, on n'a plus de bugs avec CarPlay qui se connecte désormais instantanément en sans fil. On a un régulateur adaptatif qui est mieux illustré directement sur le compteur. Les compteurs en eux-mêmes d'ailleurs sont beaucoup plus fluides désormais. Bref, vraiment du mieux depuis qu'on a cette voiture, depuis presque un an. D'ailleurs, cet iCockpit 3D, il se trouve derrière le très controversé petit volant. Ça va faire 7 ans qu'il est là depuis le 3008 de seconde génération, donc on ne va pas en reparler, ça y est, c'est fini. L'histoire des positions de conduite, tout ça, on a tous compris qu'il fallait faire une certaine taille, qu'il fallait régler le volant d'une certaine manière, différemment que dans d'autres voitures. Tout ça, on n'en reparlera pas. Mais ce volant, il est chauffant et également capacitif. Et ça, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous expliquer ça, il y a eu quand même quelques changements depuis le 3008 justement, puisqu'il regroupe désormais toutes les commandes du régulateur. Fini le vieux Komodo en plastique qui était relégué des Peugeot des années 2000 avec le Com 2000, ça c'est super. En parlant d'ailleurs des Komodo, tout est d'ailleurs beaucoup mieux fini, beaucoup plus premium, les palettes, etc. C'est toujours beaucoup plus agréable à toucher. Bref, une expérience complète, beaucoup plus premium à bord de cette voiture. Comme je l'ai dit, le volant est capacitif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire capacitif? Eh bien, contrairement, encore une fois, je vais les tacler, désolé, mais contrairement à beaucoup de véhicules du groupe Volkswagen, il ne suffit pas de juste toucher le volant pour lui dire qu'on est là. Il faut mettre des coups de volant et c'est très désagréable pendant la conduite autonome. Ici, pas du tout, juste on pose sa main sur le volant, comme un écran tactile de téléphone, il détecte que votre main est là et il enlève le message « Gardez vos mains sur le volant ». Il ne sonne pas dans tous les sens, il ne se met pas à paniquer. Je sais que cette présence de main sur le volant, ça existe depuis la 508 en 2018, mais sur ce segment-là, ce n'était pas encore le cas, donc c'est toujours agréable de le souligner. Concernant toutes les aides à la conduite qu'on peut avoir, elles sont assez efficaces, particulièrement le régulateur adaptatif, capable de réaccélérer à la mise du clignotant lorsqu'on veut dépasser, etc. Parfois, c'est trop efficace puisque dans des anciennes versions de la mise à jour, parfois même en mettant le clignotant à droite, par exemple quand on veut sortir, mais il réaccélérait. Donc on partait comme une fusée dans la voie de sortie, ça c'était moyen. Mais encore une fois, merci Peugeot, les mises à jour sont corrigées. Lors d'embouteillage, le régulateur adaptatif est aussi très efficace avec sa fonction Stop and Go qui, lorsque la voiture vient à un arrêt complet, demande juste une pression de l'accélérateur pour repartir, toujours en suivant à bonne distance les véhicules devant nous. Quand on met le régulateur adaptatif à 130 par exemple, mais qu'il y a des bouchons, elle va suivre tout doucement les véhicules sans aucun problème. Et d'ailleurs, lorsqu'on est par exemple à gauche dans la voie lors d'embouteillage, pour permettre à des motards de passer, ou encore aux ambulances si jamais il y a un accident de faire de même, eh bien lorsqu'on active le régulateur adaptatif en étant déjà à gauche de la voie, il gardera sa position, il restera à gauche de la voie et ne nous ramènera pas au centre. Donc les motards et les ambulances pourront passer. D'ailleurs, en parlant de petits services comme ça, merci à Peugeot de nous permettre de désactiver la file directement d'un seul clic. Quand on est dans la voiture, hop, ici, on désactive et c'est fini, malheureusement jusqu'au prochain démarrage. Mais la loi européenne le veut ainsi, Peugeot nous permet quand même de le désactiver assez rapidement. Merci. Là, il fait pas nuit, donc vous le verrez pas, mais la voiture est équipée de séries de feux matriciels adaptatifs, dont le faisceau est d'ailleurs très droit et extrêmement précis. Ils modifient leur orientation et leur réglage en fonction de la route, mais également de l'assiette et donc du chargement de la voiture pour éviter d'éblouir les autres usagers. D'ailleurs, malgré tout ce qu'on entend sur la technologie Matrix, sur cette voiture, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'elle va être extrêmement prudente, elle va essayer d'éclairer le plus possible la route, mais quand même va privilégier le confort des autres usagers, elle va laisser une vraie zone noire entre guillemets, n'éclairant pas et n'éblouissant pas les autres usagers dans les rétroviseurs, contrairement à ce que peuvent faire le groupe Volkswagen par exemple, avec des véhicules qui veulent à tout prix éclairer et qui parfois vous détruisent les yeux dans le rétro central et dans les rétroviseurs latéraux. Ici ce n'est pas du tout le cas, jamais un seul appel de phare en un an, alors qu'il y a eu beaucoup de trajets de nuit et même nous on s'en rend compte, ça éclaire très bien sans éclairer les autres. Du coup, vu qu'elle éclaire très bien, c'est super, puisque là, vous le voyez, on est à la campagne, on habite à la campagne, donc on en prend beaucoup des routes de campagne, encore une fois. Et la nuit, c'est très pratique, vous savez le nombre d'animaux qu'il peut y avoir, on est vraiment en sécurité.
tout jeune sanglier ou jeune bestiole qui traversera sera vu directement dans les champs avec les faisceaux qui éclairent vraiment sur les côtés avant même qu'elle nous traverse devant la voiture. C'est vraiment safe, c'est agréable d'avoir ça la nuit. Tant qu'on est installé dans ces sièges, que dire de la vie à bord? Eh bien, le confort, grâce à ces sièges, mais également étonnamment à la suspension, est très élevé. Comme je le dis, la suspension est étonnamment souple malgré le poids, les sièges sont très confortables malgré l'absence du cuir qui est normalement beaucoup plus souple. Franchement, vous activez les sièges chauffants, massants, vous vous inclinez, pas en conduisant bien sûr, et le sommeil est vraiment vite trouvé, en tout cas en tant que passager, c'est génial. Et franchement, pour être honnête avec vous, même les places arrière sont bien. Alors oui, on manque un peu de soutien aux cuisses, que ce soit en termes de longueur ou en termes de hauteur. Et ça, c'est surtout un problème de taille. Et encore une fois, par rapport à ma taille et ma corpulence, nous avions l'ancienne, j'avais mal au dos au bout d'une heure. Là, les sièges arrière sont assez inclinés. On est très bien, on rentre bien dans le siège. Franchement, c'est très agréable de voyager à l'arrière de cette 308 break de 3e génération. D'ailleurs, j'en profite tant qu'on peut ouvrir les portières. On verra pas grand chose parce que, encore une fois, on est en plein jour, mais l'éclairage d'ambiance de cette voiture est très sympathique, subtil, très léger donc, et ça fait pas boîte de nuit, contrairement à d'autres marques. Je vous jure, j'ai parlé de personne, mais franchement, c'est top. Tant qu'on parle de tech, les caméras 360 sont pratiques et de franchement bonne qualité. Enfin, la caméra arrière se dote enfin d'une buse de lave-glace que l'on peut activer en mettant le lave-glace arrière. Ça nous permet de bien voir qui arrive, mais aussi, venez avec moi, je vais vous montrer, c'est assez peu pratique puisque lorsqu'on va à l'arrière, après, eh bien en fait, avec le lave-glace qui coule d'ici, mais également d'ici, eh bien la poignée du coffre devient mouillée. Donc il y a en fait un transfert de saleté puisqu'on a les doigts bien dégueux après, mais que la caméra quand même et la vitre arrière sont propres. Mais au moins, ça m'a permis de mentionner le coffre électrique qui est franchement top. Pour en revenir aux caméras, fonction très pratique, lorsqu'on met la marche arrière, la voiture alerte lorsque d'autres véhicules approchent dans les angles morts. Franchement, c'est un step-up par rapport aux autres caméras de Peugeot, dignes des webcams de vos meilleurs Skype en 2004. Mais tout ça, ça concerne toutes les 308. Celle-ci étant hybride, concentrons-nous uniquement sur cet aspect. D'ailleurs, elle vient de se verrouiller, ça me permet de vous dire que le Proximity Access marche très bien. En même temps, heureusement parce que ça faisait 20 ans que Renault le faisait, donc ils avaient intérêt à bien le faire. Toujours dans la tech donc, concernant nos petits amis de poche, l'application My Peugeot est très pratique et elle mériterait même une vidéo à elle seule, tant à propos des trajets, classables entre pro et perso, pratique pour les frais, que pour la charge, le chauffage ou la clim à distance, avec l'activation des sièges et des volants chauffants. 3 modes de conduite sont disponibles avec cette Peugeot 308 hybride, sport, hybride et électrique, mode 100% électrique, qui affichera d'ailleurs une petite diode bleue ici au niveau du pare-brise pour alerter les piétons que vous êtes en 100% électrique, en plus du bruit qu'elle produit en dessous de 30 km/h. D'ailleurs, en parlant de ralentissement, cette voiture est équipée d'un frein régénératif comme toutes les voitures hybrides, un mode B au niveau du sélecteur de vitesse qui permet de l'activer complètement ou de le désactiver, pas de mode intermédiaire. D'ailleurs, on parlait du mode 100% électrique, il est très qualitatif pour les 0 à 50 en ville. D'ailleurs, il aura de très bonnes performances et vous emmènera au-delà de 130 km/h, 140 exactement pour être précis, sur autoroute, et ce sans aucun souci. Ces 110 chevaux suffisent largement. En parlant des 110 chevaux de ce moteur électrique, celui-ci est largement privilégié, quoi qu'il arrive, même en mode hybride, devant le moteur thermique, sauf évidemment quand vous mettez pied au plancher, et là ça va être le thermique qui va faire la majorité du travail. D'ailleurs, en parlant du moteur thermique, celui-ci se fait régulièrement discret et ne donne aucune impression d'un groupe motopropulseur poussif. On est en 6e à 50, en 8e à 80, il est silencieux et même associé à cette merveilleuse boîte automatique IEAT8 développée par les japonais Aisin. Franchement, c'est du régal. C'est très agréable de rouler ce véhicule, même batterie vide. Même batterie vide, le thermique fait toujours office de générateur et donc un peu comme une Toyota, elle roulera principalement sur son moteur électrique. Malgré tout, comme dit dans ma vidéo sur la 408, l'autonomie est franchement respectable. 50 km sont faisables largement, la voiture est même un peu pessimiste, même en période estivale, où elle l'affichera toujours aux alentours de 48 à 50 km sur le compteur, mais en vrai, on peut toujours faire beaucoup plus en conduisant correctement, bien évidemment. Là, franchement, on est régulièrement 2, 3, 4 dedans, parfois avec des bagages, l'autonomie est respectée, et ça, merci Peugeot, parce que c'est assez rare. Je vous prends un exemple, tous les matins, mes parents vont au travail, et ils ont alors à peu près 10 km de route de campagne, à peu près, on va dire, 10 km d'autoroute, 10 km de périphérique et 5 km de ville.
Et en arrivant au travail, la voiture a toujours de la charge. Et si jamais on la branche, on peut même faire le même trajet le soir. Et évidemment dans l'autre sens, sinon ça marche pas. Et quand je vous dis ça, je parle de tout électrique, oui. Même sur l'autoroute, en tout électrique, la consommation nous permet d'aller de la maison au travail et sans recharger du travail un petit peu presque jusqu'à la maison. Et si on recharge, comme je vous l'ai dit, du travail à la maison également. En fait, on peut presque utiliser cette voiture comme une voiture électrique si on fait, on va dire, allez, moins de 100 km par jour et qu'on a une borne de recharge au travail et une borne de recharge à la maison, ou au moins juste une prise quoi, pour la brancher. À part si on fait des grands trajets du genre un Paris-Toulouse ou un Paris-Bayonne ou un Paris ce que vous voulez, on aura largement assez de charge pour tenir en 100% électrique. D'ailleurs, hop, je retourne à l'intérieur, non pas parce que je suis fatigué, peut-être un peu, mais parce que j'ai un petit truc à vous montrer, c'est ce mode e-save qui fonctionne extrêmement bien, très pratique notamment quand on va en vacances ou en déplacement sur un lieu où il n'y a peu ou pas de bornes. Je prends l'exemple de la ville de Biarritz, où on est allé une fois, il n'y a rien. Littéralement, il n'y a rien, 2 bornes encore qui se battent en duel dans un parking souterrain qui sont impossibles à trouver, elles sont au niveau moins 18. C'est une catastrophe. Et bien là, vous avez un mode e-save comme dans beaucoup de voitures. Vous pouvez garder 10 km, 20 km ou même la totalité de votre batterie électrique, ce qui vous permet de vous déplacer donc sur des petits trajets assez courts pendant vos vacances ou votre déplacement. Et ça, c'est top. Par ailleurs, la tenue de route est phénoménale. On pourrait croire à un karting avec ce petit volant. Ben, c'est pas très loin finalement, malgré le poids et des suspensions assez souples et des pneus à profil économie de carburant, la tenue de route est vraiment phénoménale. Et puis en termes de performance, que ce soit à la sortie de péage ou sur une petite route de campagne, on est vraiment servi, les accélérations sont bonnes, les reprises également. Quand le thermique sort de son sommeil, c'est franchement sympa. Enfin, une fois que vous avez fini de vous amuser, les résumés sur le combiné, à condition que vous n'ouvriez pas la porte trop tôt, sinon ils disparaissent, sont vraiment très pratiques en termes d'information. Bon, ça fait 10 minutes qu'on la galvanise cette 308, je pense que les haters Peugeot ont tous déjà écrit leur petit pavé dans les commentaires ou alors sont déjà tous partis. Mais pour ceux qui sont restés, je vais maintenant être très honnête, encore plus que tout à l'heure avec vous, pour vous livrer tout ce qui m'a énervé pendant un an dans cette 308. Déjà, tant qu'on est dedans, il y a un léger manque de lumière dans cet habitacle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le pavillon est assez fuyant, il y a des petites vitres, un petit pare-brise, l'intérieur est tout noir. Et quand on n'a pas de toit panoramique, c'est quand même un peu sombre. Vraiment, je regrette la présence des grands toits panoramiques de Peugeot qu'on avait dans les 307 SW, 308 SW, toutes ces générations de Peugeot qui avaient des toits panoramiques gigantesques. Il y avait une lumière de dingue dans l'habitacle, là plus rien. C'est à la limite un petit toit panoramique ouvrant pour les sièges avant et encore, et plus rien, c'est vraiment dommage. Enfin, Peugeot est vraiment allé loin dans les profils de conducteurs, c'est-à-dire que quand on rentre dans la voiture, on va nous demander qui on est, et en fonction de cela, la voiture va adapter la connexion à CarPlay, va adapter les différents écrans et les couleurs à l'intérieur de la voiture. Mais à côté de ça, vous avez les sièges à mémoire. D'ailleurs, si je le mets à la position de ma mère, je vais me retrouver la tête dans le plafond, ça va être un peu ridicule. Mais à côté de ça, vous avez aussi les clés, qui sont d'ailleurs au nombre de 2 et identiques. Et alors, je vais vous dire, en me remettant correctement, pourquoi ne pas avoir fait comme BMW? C'est-à-dire pourquoi ne pas avoir utilisé ces 2 télécommandes pour les associer à une à chacun conducteur par exemple, et arriver dans la voiture, avoir les sièges qui se dépositionnent après et qui se remettent comme d'habitude quand on rentre pour faciliter l'accès, etc. Avoir tous les profils qui se mettent correctement, avoir les couleurs, le téléphone qui se connecte, le bon et pas celui de sa femme ou quoi, dépendant de la clé qui arrive en premier à la voiture. Ça aurait été parfait, je sais, je chipote, mais franchement, on est vraiment à ça, il y a tous les éléments, il suffit juste de les mettre ensemble. Allez, s'il vous plaît Peugeot, prochaine voiture que vous sortez, essayez de faire ça. Par ailleurs, lorsqu'on commence à manœuvrer, etc. avec la voiture, ou à s'arrêter un feu, ou à faire quelque chose d'un petit peu déstabilisant pour un gyroscope, en fait, eh bien, il se trouve que Waze, uniquement avec cette voiture et uniquement avec des iPhones sous la dernière version en CarPlay sans fil, je ne sais pas pourquoi, va complètement faire perdre la boule au gyroscope du téléphone, ce qui fait que Waze va se retrouver à l'envers tout le trajet. C'est pratique quand on a besoin du GPS, mais en fait ça va contaminer les autres applications puisque ça met en carafe le gyroscope. Donc Plan ne va plus marcher, Google Maps ne va plus marcher, quelconque autre application de navigation sur votre téléphone ne va plus marcher. Il va falloir utiliser alors navigation dans la voiture qui est, on va dire, plutôt correcte, mieux que les précédents en tout cas, mais toujours pas au niveau d'un GPS de téléphone. C'est assez dommage puisque ça arrive assez régulièrement en fait. Tant qu'on est dans les trucs logiciels à peaufiner, ici vous avez, comme je l'ai dit, le petit bouton B qui sert à activer ou non le freinage régénératif. Eh bien, il y a des fois où, peu importe, le freinage ne s'activera pas, notamment en hiver. Alors mon hypothèse, c'est que
c'est le froid. C'est-à-dire que la voiture doit peut-être avoir besoin de chauffer avant de pouvoir faire le frein régénératif, puisque ça demande une certaine contrainte en fait sur le moteur électrique. Mais alors ma question est, pourquoi ne pas afficher un message d'erreur? C'est-à-dire que quand on est en mode thermique par exemple et qu'on veut passer en mode électrique au-dessus de 130, ça nous dit non, ça nous met un message d'erreur. Quand on veut activer le régulateur dans une condition inadaptée, ça nous met un message d'erreur. Alors pourquoi l'activation du B n'afficherait-elle pas un message d'erreur lorsque le moteur électrique n'est pas prêt à réaliser cette fonction? C'est dommage parce qu'il y a des fois, on appuie frénétiquement et en fait on ne se rend pas compte qu'il faut attendre quelques kilomètres que la voiture chauffe. Voilà, petit détail, mais encore une fois, l'accumulation des petits détails peut parfois frustrer quand même un petit peu la personne qui utilise un véhicule à presque 50 000 € quand même. Concernant encore une fois la chaîne de traction, quand la voiture n'a plus de batterie, comme je vous l'ai dit, elle va avoir tendance quand même à vouloir rester sur son moteur électrique. Mais quand elle en a vraiment plus, eh bien, il va y avoir des transitions un petit peu brutales avec de très légers à-coups, où ça arrive entre 20 et 30 km/h, où le moteur électrique va se désengager et le moteur thermique va essayer de prendre le relais tout de suite après, mais il y a une petite latence, un léger à-coup qui rappellera de mauvais souvenirs aux acheteurs des années 2000 de PSA avec la merveilleuse boîte BMP6. Bah, de temps en temps, quand ça arrive, ça fait le même effet, cette espèce d'effet gerbotron où il y a un à-coup comme ça, une petite calbotte comme ça qui te renvoie dans la tue-tête avec le thermique qui reprend le relais. Ça rappelle vraiment pas de super souvenirs. Mais heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais ce qui arrive souvent, toujours en parlant de batterie vide, c'est lorsqu'on va faire par exemple des grands trajets. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à 4 avec des bagages, etc. pour aller en vacances avec la batterie vide. C'est le thermique qui fait donc office de moteur. Et dans ce cas-là, on est aux alentours de 7 litres au 100. Alors là, vous allez me dire, 7 litres au 100, c'est raisonnable pour un moteur à peu près de cette puissance-là, avec autant de poids et autant de bagages, etc. Oui, c'est raisonnable 7 litres au 100, sauf quand on a une voiture avec un réservoir qui a été amputé, qui ne fait plus que 40 litres à cause des batteries qui sont sous la banquette arrière et dans le coffre. Résultat, on se retrouve avec 500-550 km d'autonomie. Ça fait un peu léger pour une voiture de cette taille-là. On a l'impression d'être à la pompe plus que de raison, alors qu'en fait, non. Ça consomme pas tant que ça, mais la récurrence, vu le petit réservoir, c'est quand même un petit peu frustrant. Bon, tant qu'on est dedans, le klaxon a du ping. Oui, c'est-à-dire que tu as un accident, tu as le temps d'appuyer sur le klaxon, de descendre, d'arriver pour constater les dégâts, et là, d'un coup, tu te fais klaxonner dessus. Et tant qu'on est dedans, cerise sur le gâteau, le passager, s'il veut accéder à la boîte à gants, alors qu'il est plutôt confortable, hein, mais qui s'est quand même un peu avancé pour les personnes de derrière. Voilà. Donc, le tableau de bord très proéminent comme ça nous empêche d'accéder à la boîte à gants. Il faut écarter les pieds comme ça pour attraper ce qu'on veut attraper. Vous vous doutez bien qu'avoir le genou comme ça nécessite d'avoir la porte ouverte, et à 130 sur l'autoroute, moyen. Ça marche pas trop quoi. Maintenant, allons dehors et parlons de ces jantes. Elles sont belles, n'est-ce pas? Bon, à part les petits accros qu'il peut y avoir, mais parce que ça d'ailleurs elles sont assez fragiles. Mais là, vous voyez des petits caches en plastique. Alors jusqu'ici, vous me direz rien d'anormal, ça abaisse les coûts, on commence à voir ça pas mal chez les constructeurs. Ça permet de garder la même jante entre les versions thermiques ou hybrides et 100% électriques, juste en changeant des caches pour des caches plus aérodynamiques. Donc il n'y a que du bon en fait. Ben non. Mais parce qu'en fait, il se trouve que Peugeot n'est pas allé à la fleur de la jante avec ses caches, ce qui fait que des gravillons rentrent dans les caches. Mais ils rentrent et ils restent coincés. Donc la jante se fait éclater par le gravillon entre elle-même et le cache en plastique. Ça met des gravillons, c'est pas très joli. Enfin bref. On a déjà eu ce problème de design sur les 208 et 208 électriques. La 208 qu'on a à la maison thermique, pareil, les gravillons rentrent et restent coincés. Il faudrait peut-être trouver une autre solution en tout cas pour appliquer ce type de design parce que franchement c'est pas ouf. Bon, tant qu'on parle de cailloux, comme je l'ai dit au début, ce blanc il est juste magnifique. Sauf qu'il y a une raison pour laquelle il a été retiré du catalogue, je pense, c'est qu'il est extrêmement fragile. Et puisqu'on parlait de cailloux, justement, je vous emmène avec moi, venez voir, regardez-moi ici. Alors oui, la voiture n'est pas super propre, c'est l'été, les moucherons s'accrochent dessus, les moustiques viennent s'éclater dessus. Mais non, ça là, c'est pas un moustique, hein. C'est un éclat de cailloux. Et il y en a un autre là. Et franchement, je vous avoue que c'est assez frustrant pour une voiture presque neuve, quoi. Et en plus, franchement, on va pas dans des carrières avec, hein, on jette pas des rochers dessus, quoi. C'est des petits cailloux de route départementale, comme il y en a plein. Et ça vient faire des traces comme ça sur la voiture. Alors que la peinture est juste magnifique, c'est vraiment dommage. Le moindre petit accrochage, le moindre petit coup, le moindre coup de caddie, ça y est, limite, il faudrait refaire une peinture complète tellement qu'elle est fragile. Par ailleurs, je pense que c'est une question de législation, mais le problème suivant est quand même assez ennuyeux. Je vous montre. En fait, quand vous rentrez chez vous, que vous descendez, que vous allez à votre trappe de charge pour brancher la voiture, après une petite journée à utiliser la batterie électrique, il suffit d'appuyer dessus, vous attrapez votre connecteur, vous le branchez,
Vous rabattez la trappe ou non si ça vous fait envie en tout cas. Et puis vous partez, la voiture se verrouille, la charge se lance et c'est tranquille. Par contre, si jamais vous allez à la station essence et que vous décidez de mettre de l'essence dans la voiture, vous avez beau appuyer comme un frénétique sur la trappe, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir l'air d'un petit idiot avec votre pistolet à la main à la station-service et vous allez devoir refaire le tour complet de la voiture pour aller déverrouiller la trappe à carburant avec le bouton présent à l'intérieur de la voiture. Et une fois la trappe à carburant déverrouillée, c'est à ce moment-là que vous pourrez aller faire votre plein d'essence. Enfin, pendant qu'elle râle alors que je pars avec la clé et que le contact est mis, cette voiture dispose, comme beaucoup de voitures premium entre guillemets actuelles, d'une cinématique lumineuse à l'approche du véhicule et quand on s'en éloigne après l'avoir utilisé. C'est plutôt sympathique, mais pourquoi c'est dans les défauts? Non pas parce que c'est moche ou parce que ça sert à rien, mais pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire que des fois on approche de la voiture, on aimerait bien en pleine nuit que la voiture éclaire, mais non. Bon, on va dire que c'est français, donc comme d'habitude, c'est logique. Et voilà, en conclusion, que dire de cette Peugeot 308 SW GT Pack hybride 225? Eh bien, elle est super cette voiture. Franchement, malgré son prix assez élevé, c'est une très bonne familiale, une très bonne routière, une voiture plutôt écologique, entre guillemets. C'est très agréable d'être à l'intérieur, à l'avant, en passager, en conducteur comme à l'arrière. C'est une voiture qui dispose quand même d'un grand coffre, qui dispose de vrais atouts en termes de comportement routier et quand même un petit peu en termes de performance malgré le poids. Franchement, c'est une super voiture. Et honnêtement, comme toujours, vous savez très bien que je suis très objectif et que je suis toujours le premier à chipoter. Les défauts que je vous ai montrés, c'est des petits défauts entre guillemets de jeunesse qui pour la plupart pourraient même être corrigés avec des mises à jour d'ailleurs. Donc ça n'empêche absolument pas pour moi de considérer cette voiture comme une très bonne alternative sur le marché des compacts break hybrides. Merci beaucoup de m'avoir regardé, vous savez très bien l'investissement que je mets dans mes vidéos et là vous voyez bien, première facecam, vraiment un gros travail, plusieurs mois d'écriture, plusieurs mois d'analyse des défauts, plusieurs mois de tournage pour cette vidéo, à part les principales séquences bien sûr, mais toutes les petites images de coupe que vous avez vues pour illustrer les défauts et les qualités, plusieurs mois de tournage, beaucoup de réflexion. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager en masse à ceux à qui ça pourrait plaire, mais également à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, comme vous pouvez l'entendre, le moteur thermique est démarré, donc il est temps d'aller la mettre à charger pour avoir de la batterie pour le restant de la journée. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!